c'est toucher l'invisible. Par le geste, par la matière, par la couleur, nous racontons ce que les mots taisent. Chaque geste est un pas vers soi. Je suis Nicole Bouchard, art-thérapeute, et je vais vous accompagner à travers 10 rencontres de créateurs de la Côte-Nord. Chacun a trouvé dans sa pratique un chemin vers le mieux-être, explorant ses émotions et tissant, du bout des doigts, un lien avec nous. Travailler les matières dures, c'est différent parce que ça demande, on est moins dans la spontanéité, on est moins dans la manipulation de la matière, on est plus dans la transformation. Et il y a une distance par rapport à cette matière-là parce qu'on peut pas, on a besoin d'un outil pour la transformer. On a besoin d'une base de savoir-faire aussi, de techniques pour être capable de faire quelque chose avec, comment immobiliser la pierre ou le morceau de bois, puis quel outil utiliser, de quelle manière. Donc ça va demander beaucoup plus de techniques, de savoir-faire. Donc on va être plus dans une espèce de structure, une espèce de planification des étapes de réalisation pour arriver à un objectif qu'on souhaite atteindre. J'ai grandi à Bécomo. Je suis allé vivre une douzaine d'années en Outaouais. Ça fait 5 ans que je suis revenu en région. Puis depuis que je suis revenu, j'ai une business de transformation de bois. J'ai toutes sortes de passions, mais celle qu'on va mettre en valeur aujourd'hui, c'est la sculpture pour le bois. J'avais offert à mon grand-père des ciseaux à bois, des petits ciseaux pour la sculpture, qui lui ont été utiles quelques années pendant qu'il vieillissait, mais quand il a atteint un certain stade, il a perdu son autonomie et sa motricité, donc il me les a redonnés. Puis j'ai fait un peu de gravure avec sur des plaques de bois, du 2D, des runes, des choses plus simples, mais un peu pour me faire la main puis me donner le goût d'approfondir. Pour moi, la démarche créative, elle se fait toujours avec un morceau de bois que je trouve ou bien que quelqu'un me donne. Souvent, je suis chanceux comme ça. Puis c'est un morceau de bois particulier parce qu'il va avoir été assez spécial qu'il va m'avoir créé une certaine excitation puis un engouement de vouloir le travailler. C'est vraiment une histoire d'amour entre moi puis un morceau de bois en particulier. À un moment donné, je décide, bon, là, je prends le temps, je le fais. Puis là, il y a la phase des grossissages que je fais avec mes outils les plus puissants, c'est-à-dire mes scies mécaniques, puis mes grosses meuleuses avec des lames particulières qui me permettent de vraiment enlever beaucoup de matière rapidement. On met la pièce de côté, on fait le ménage. Souvent la session d'après, là, c'est des outils un peu plus petits qui vont s'appliquer. Fait que j'ai des toupis de différentes grosseurs avec différentes fraises pour aller faire des détails de plus en plus crus, devenant de plus en plus détaillés. Puis à la fin, c'est vraiment avec les plus petites toupies puis des ciseaux à bois pour faire la finition. Parce que les lames des ciseaux à bois font un effet qui ne peut juste pas être reproduit avec les toupies. Ça donne une finition qui est lisse. Il y a aussi une certaine phase de sablage. Par la suite, la finition. Le bois en tant que tel, comme matière, c'est magique. On s'entend qu'il n'y a pas un seul morceau de bois dans le monde qui est pareil à un autre morceau de bois. La fibre va être différente, même si les dimensions sont pareilles. Mais pas juste ça, les arbres, ils poussent tous de manière unique. Chaque essence a ses caractéristiques. Et le bois, ça brûle aussi, hein? Fait que c'est pas éternel. Il y a quelque chose de beau avec ce côté éphémère-là. Et le bois, il va aussi démontrer son âge. C'est presque impossible de trouver une antiquité sans qu'il y ait des marques d'usure dessus, des égratignures. Puis c'est en fait un peu ce qui lui donne son charme. Ça reste vivant, le bois, c'est jamais tout à fait mort. Avec la moindre variation d'humidité, ça va recommencer à bouger.
le travail du bois amène une structure qui est nécessaire. Donc, je pense que déjà en partant, les personnes qui travaillent les matières dures sont des personnes qui ont besoin davantage de travailler, d'avoir des étapes de réalisation, de se structurer. C'est déjà dans leur personnalité. Ils vont être moins dans l'émotion. Ils vont être plus dans le rationnel. Il va y avoir quelque chose de plus technique dans le fait de sculpter que dans le fait de modeler, en fait. Où là, c'est vraiment sensuel, c'est tout notre corps qui est habité par ça. Mais le fait d'être centré sur une tâche qui demande des étapes de réalisation, qui demande une structure, ça va être apaisant parce que justement, ça garde les émotions à une certaine distance. Puis ça peut être confortable, ça. On s'entend que la sculpture sur bois aussi, c'est quelque chose qui est très physique, c'est dynamique. Donc, il faut avoir certainement une forme physique adéquate, bien, tout dépendant de l'amplitude du projet, mais évidemment, plus c'est gros, plus les outils sont puissants, plus c'est dangereux, il faut faire attention. Dès qu'on s'approche des outils électriques, il y a un autre degré de risque qui s'impose. C'est sûr, même avec des ciseaux à bois, on peut se couper assez facilement si on ne fait pas attention, mais les risques sont moindres. Mais on commence à utiliser, mettons, une scie mécanique ou une meuleuse avec une lame à bois, là, ça commence à avoir certains risques. Là. Il y a bien des gens qui ont perdu des doigts, toutes sortes de choses, des horreurs. Là. Fait qu'il faut rester très attentif et impliqué dans ce qu'on fait. On ne peut pas vraiment avoir la tête ailleurs. Mais c'est un des beaux côtés aussi de la chose, c'est que c'est complètement immersif. À cause de de ce risque-là, de ce certain danger, bien, ça devient quelque chose de beaucoup plus hypnotique, dans le sens où il faut avoir un degré d'implication puis de concentration tel qu'on ne se trompe pas, parce que la marge d'erreur est quand même fine. Fait que c'est ça le côté mystique dans mes œuvres, c'est une source d'inspiration. Je pense qu'en tant que société occidentale, on est tous un peu en quête de réponses au point de vue religion et puis spiritualité. Donc, c'est sûr que j'ai badiné un peu dans les élans de la culture New Age sans trop m'y enfoncer, mais ici, on voit toutes sortes d'êtres sylvestres. Seulement sculpté par soustraction, et c'est impossible d'en rajouter. Ouais, le fait que ce soit par soustraction, ça rajoute un certain côté méditatif où il faut avancer tranquillement vers son but, puis pas aller trop loin parce que sinon il va falloir mitiger ce qu'on pourrait dire qui est une erreur. Remarque, comme Bob Ross le dirait si bien, des fois il y a des accidents heureux qui arrivent. Dans le sens aussi, des fois, on a une pièce de bois, elle a l'air toute belle de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a certaines choses qu'on n'avait pas vues de l'extérieur. Alors, à mesure qu'on la travaille, eh bien là, il y a des choses, des caractères qui ressortent, des fois des endroits creux, puis on n'a pas le choix de s'adapter. Bon, ben, je vous présente la première gigantesque œuvre sculpturale de mon grand frère Cédric Taillon, qui est artiste peintre depuis plus de 20 ans à Montréal déjà. Cette année, pour la première fois, je l'ai laissé se servir de mes scies mécaniques pour qu'il se fasse la main. Fait qu'il a décidé d'entamer une vingtaine d'heures dans cette sculpture-là. Puis je suis vachement impressionné, sérieux, pour sa première grosse sculpture comme ça. Je trouve que son 20 heures de travail a amené à quelque chose de déjà assez spectaculaire. Chez nous, l'amour du bois, c'est générationnel. Des deux côtés de ma famille, j'ai des artisans du bois. Je vais vous montrer une pièce de merisier chatoyant avec un fini d'époxy. Probablement que ça va devenir une horloge, ça, là, mais on voit vraiment le grain qui est mis en valeur avec les vagues dedans. Puis quand on le fait bouger dans la lumière, là, ça chatoie. Fait que j'aime bien le figuratif, mais le côté artisanal aussi de la sculpture me plaît énormément, dans le sens où des fois il y a des morceaux de bois avec du grain très particulier que je trouve pendant l'exercice de mon sciage.
Des fois, c'est que des retailles même, mais je trouve que le grain du bois est tellement impeccable. Je me dis, oh, ça ferait un beau plateau. Donc, je prends le temps de creuser un plateau avec les outils que j'ai, de les poncer, de les polir, puis de les finir avec du vernis ou de l'époxy, ce qui donne des résultats là, magiques. Je dirais majestueux. C'est comme un aurore boréale. Là. Je vais vous montrer le chatoiement du merisier tantôt. C'est quelque chose de spécial. On est chanceux d'avoir ça ici sur la Côte-Nord. Là, j'étais en train de poncer probablement le plus beau gros plateau que j'ai décidé de faire en merisier. Parce que je suis tombé en amour avec le grain de ce bois-là. Il est chatoyant, quelque chose de rare. Là. Je suis quelqu'un d'hyper dynamique. Là. Je sais pas si on pourrait mettre une étiquette là-dessus ou pas, mais ouais, il faut que ça bouge. Puis souvent, ben, ça bouge beaucoup dans ma tête aussi. Puis absolument, le fait que le bois, c'est si immersif et si sensoriel, ça met un état de calme puis de méditation dans les pensées de l'artiste, en tout cas pour moi. C'est vraiment quelque chose qui m'apaise. C'est sûr qu'un de mes buts dans la vie, avec mon entreprise puis mes passions, c'est de faire valoir le terroir puis le côté culturel de la Côte-Nord. En fait, c'est là carrément une des valeurs de mon entreprise, c'est la promotion de la passion du bois puis de l'artisanat. Pour vraiment mettre en valeur le côté culturel de tout ça. C'est une des richesses de notre région, effectivement. Le bois, c'est bien une des choses qui nous représente sur la Côte-Nord. Alors, j'en ai fait l'œuvre de ma vie que de mettre ça en valeur. Ça a été pour moi une découverte il y a à peu près 3-4 ans. J'ai tout à coup eu beaucoup de temps, beaucoup d'espace puis beaucoup de solitude pour mettre en pratique la sculpture. J'ai vraiment adoré ça. Maintenant, j'ai un peu mis une pause là-dessus, faute de temps, parce que je me concentrais sur l'effervescence de mon entreprise. Mais c'est certain que c'est quelque chose qui va me suivre jusqu'à la fin de mes jours. Là. Puis tant mieux si je peux vendre des pièces puis en monétiser. Maintenant, je pense pas que c'est quelque chose que je veux faire à temps plein, mais comme projet de retraite, ce serait écœurant. J'aimerais aussi pouvoir avoir la chance de peut-être faire du mentorat, du genre d'enseignement en sculpture, d'un peu passer la passion à des jeunes qui pourraient aussi l'avoir un jour. Puisque mon grand frère aussi s'est mis la main à la pâte puis a commencé à en faire, puis il m'a dit « Hey Alec, ce serait donc bien le fun qu'on fasse des expositions à deux frères ensemble puis des événements. » Fait qu'on regarde peut-être l'été prochain être capable de faire quelques événements de sculpture, peut-être à Saint-Marc-la-Tour. Éventuellement, je rêve d'avoir une vraie shop à bois, là, un endroit où je pourrais faire ça 4 saisons. Parce que des fois, l'envie nous vient n'importe quand, puis ben, on n'est pas nécessairement en mesure de le faire avec la saison. Moi-même, j'ai pas de shop à bois. J'ai converti le garage qui me servait de shop à bois en shop d'aiguisage pour mes lames de moulin pour les besoins de la course. C'est pour ça que je dis j'aimerais bien un jour avoir un endroit pour faire des projets d'ébénisterie, mais aussi de sculpture et d'artisanat. Alors certainement. Si je pouvais vous donner un conseil, je vous dirais de découper des images dans une revue qui représentent des forces que vous avez. Ça vous permettrait de mieux vous connaître et de vous apprécier davantage.